Pourquoi les hommes mangent-ils plus gras, plus salé et plus sucré que les femmes? Et comment arrêter de flinguer notre santé pour coller au cliché de la virilité? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour te redonner foi en l'humanité et t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Nora Boisouni pour parler du rapport des mecs à la nourriture, de ce qu'il faut manger pour être un homme, un vrai, et du prix à payer qui va avec, avant de vous proposer plein de solutions pour nous libérer de ces stéréotypes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Salut Nora. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. T'es journaliste et autrice d'un super livre Stexisme. Cette fois, j'ai bien mis le S au bon endroit pour en finir avec le mythe de la femme végétarienne et du mec viandard. Donc, la semaine dernière, on a fait un épisode sur le rapport des femmes à l'alimentation. Et aujourd'hui, on s'attaque aux hommes. Je veux commencer avec le célèbre sketch de Florence Foresti. Les garçons, ça veut toujours manger la même chose, de la viande et des patates. Des patates. C'est vrai que la viande, c'est vraiment le truc numéro 1 que mangent les hommes pour coller à ce qu'on attend soi-disant d'un homme. Mais pourquoi, en fait? Pour plein de raisons. La semaine dernière, on a parlé de la pensée magique. La pensée magique, c'est un concept anthropologique qu'on peut coller sur la religion, sur plein de choses, sur l'alimentation. Donc, c'est croire que les carottes, ça rend aimable, les huîtres, c'est aphrodisiaque, et que la viande, ça rend fort. Donc, c'est une idée qui est basée sur plein de choses qui remontent à l'Antiquité, qu'on trouve aussi dans la Bible, qu'on trouve dans les écrits d'Hippocrate, de Galien, etc., donc les pères de la médecine moderne. Il y a ce qu'on appelle le mythe des protéines, et des protéines animales. Parce que c'est pas aberrant non plus de se dire que les protéines, ça apporte de la force et quand tu manges du muscle. Mais quand on pense que c'est l'alpha et l'oméga, quand on pense qu'il y a que avec les protéines animales qu'on peut être en bonne santé et qu'on peut être fort, ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, on a des gens, a fortiori des hommes, qui pensent que c'est le seul moyen d'être en bonne santé et qu'on va manger autrement et être en bonne santé et être un vrai mec. Il y a des protéines partout ailleurs. Il y a des protéines végétales, évidemment. Bon, voilà. Et puis il y a des protéines dans du lait, par exemple. Les protéines animales, c'est pas que la viande, mais la viande a cette espèce de Dora. La viande de bœuf surtout. Oui, c'est vraiment l'aliment le plus chargé symboliquement parlant. Mais tu manges un animal, quoi. Tu manges un animal, donc la pensée magique voudrait que tu incorpores, donc tu fais corps avec cet animal-là, et que tu incorpores tout ce qui est lié à son statut d'animal fort. Donc un taureau, un bœuf, il y a cette idée que c'est fort, donc que je vais incorporer la force de l'animal en le mangeant. Donc il y a cette idée que viande égale force. Ce qui est rigolo, c'est que le bœuf, il mange pas de viande. Voilà, ça c'est quand même assez marrant, quoi. On mange un animal qui lui-même ne mange pas de viande. Et on se dit qu'il est très fort. Mais il est très fort sans manger de viande. On dit fort comme un bœuf, pas fort comme une fourmi. Parce qu'une fourmi, ça peut porter X fois son poids. On devrait peut-être dire fort comme une fourmi. Mais voilà, la viande est symbole de virilité parce que on absorberait la force d'un animal mort. Et du coup, les mecs mangent presque 2 fois plus de viande rouge que les femmes. Et oui, privilégient la volaille, ouais. Ouais, mangent 2 fois plus de viande rouge que les femmes, mangent beaucoup plus de charcuterie, de viande transformée que les femmes, ce qui, on le rappelle, est très mauvais pour la santé d'en manger trop, mais on peut pas leur dire parce que visiblement, ça les chatouille. Ce que je trouve fou, c'est qu'on a convaincu les gens que la nourriture a un sexe, quoi. Que la viande rouge, c'est pour les mecs, alors que, tu l'écris, les hommes ne naissent pas pro du barbecue, quoi. Mais donc, si tu veux être un mec acceptable, il faut manger de la viande rouge, quoi. Mais c'est ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Donc, ça veut pas dire que tous les hommes sont comme ci ou comme ça, ou tous les, entre guillemets, vrais mecs sont comme ci ou comme ça. C'est un type de masculinité qui est acceptable, qui est la plus acceptable et la plus acceptée à un moment donné, à une époque donnée, dans un lieu donné. Donc, aujourd'hui, effectivement, dans plein de pays du monde, la masculinité hégémonique, c'est avoir des muscles, manger de la viande, avoir des comportements à risque, boire de l'alcool, collectionner les conquêtes féminines, être hétérosexuel et ne pas mettre de talons et de maquillage, gagner plus que sa conjointe, etc., quoi. Donc ce serait une vision très macho et très hiérarchisée, encore une fois, du genre. Et alors on a évoqué des pubs la semaine dernière, là on va en évoquer une autre qui joue un rôle énorme dans la construction de ces stéréotypes. Tu peux nous parler de comment Coca distingue très bien le Coca Light pour les femmes et le Coca Zéro pour les mecs? Alors ça, c'est pareil, c'est un truc, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais non,
C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coca Zéro, c'est pas vrai. Et si c'est vrai, c'est pas des interprétations, hein, c'est les interviews de la directrice marketing de Coca-Cola qui raconte que le Coca Zéro a été créé pour les jeunes hommes parce que, alors on rappelle que le Coca Light, le nom original du Coca Light, c'est Diet Coke, donc ça veut dire Coca de régime, littéralement. Donc. Mais le Coca Light, c'est donc un Coca qui a 0 calories et qui est sucré avec de l'aspartame, etc. Le Coca Zéro a donc été créé car les Coca s'est rendu compte que les hommes n'achetaient pas et ne buvaient pas de Coca Light pour 2 raisons. D'abord parce que c'était dégueulasse et ensuite parce que y a l'image du Coca Light qui est une image qui a été marketée pour les femmes. Moi, j'ai 36 ans et je me rappelle d'une pub qui est une pub avec une bande de meufs qui est assise genre dans un parc et tout. Puis là, il y a un mec ultra musclé, très beau qui arrive et elle lui balance une canette de Coca Light. Et il est torse nu. Au début, il est pas torse nu, il tourne la pelouse, je crois, je sais plus. Puis il ouvre la canette et ça fait il en a partout. Et donc elle rigole, sauf que là il boit la canette de Coca, puis elle bave parce qu'il enlève son t-shirt. Enfin bref. Et la chanson c'est I want you to be a slave. Enfin bref, bon, c'est un grosse pub culte de ma génération. Et en fait, c'est une boisson avec un côté on est entre copines, on boit du Coca Light, hihi, c'est rigolo parce que de toute façon on prendra pas de poids, c'est du soda qui est pas mauvais pour nos hanches et nos fesses, voilà. Le Coca Zéro... Au début, c'était noir et rouge. Voilà, le Coca Zéro, au début, c'était... Donc, on voit bien, déjà, dans les packaging, qu'il y a une différence de couleur, c'est noir et rouge. On le voit dans plein de publicités que le noir et rouge, c'est la viande, souvent. Les pubs Charal, c'est ça, voilà, c'est noir et rouge, le code couleur. Dans les cosmétiques, dans les trucs, enfin, les produits d'hygiène pour hommes, souvent, c'est gris, anthracite, c'est pas brillant, c'est noir, etc., c'est bleu marine, c'est marron. Et c'était, surtout, le vrai goût du Coca sans les calories. Parce que du coup, c'est quoi la recette? Alors, ce qui n'est pas justement la manière dont le Coca Light est marketé. Mais c'est la même recette? Alors non, c'est pas la même recette. Pourquoi? Parce que Coca le dit, les hommes, en fait, n'aimaient pas, comme je le dis, le Coca Light parce que c'est dégueulasse. Et donc, on part du principe que, et ça c'est dans tout le marketing alimentaire, que les hommes ne sont pas prêts à renoncer au goût pour leur santé, par exemple, ou pour la minceur. Donc pour les femmes, on s'en fout, on leur donne un truc qui a un goût dégueulasse, parce que de toute façon, elles vont le boire, elles vont le bouffer parce qu'elles sont obsédées par leur poids. Mais les hommes ne sont pas obsédés par leur poids, donc vont préférer boire un Coca avec un bon goût, donc du Coca rouge par exemple, plutôt qu'un Coca dégueulasse. Donc le Coca Zéro a été marketé pour les hommes parce qu'il y avait ce qu'on appelle la contamination genrée, c'est quand un produit alimentaire est tellement marketé en direction des femmes ou des hommes que l'autre genre ne veut plus l'acheter. Donc typiquement le Coca Light. Le Coca Zéro, les publicités, c'était des publicités genre film d'action, quoi. Voilà. Oui, c'était James Bond qui saute d'un hélico avec les SWAT, le parachute, le hors-board. Le SWAT, le parachute, le hors-board, l'explosion. Genre, Michael Bay fait une publicité Coca, quoi, avec des explosions et tout. Puis surtout un mec avec une nana à la fin, donc vraiment un petit de mec viril et tout. Et là, moi, je chope des meufs, je bois du Coca Zéro. Dans le métro, il y avait des pubs genre le Coca Zéro c'est pour les guerriers et le Coca Light c'est pour les princesses, quoi. Alors donc, maintenant, genre, limite, t'as la croyance que le Coca va te faire prendre du muscle, quoi. Exactement, complètement. Donc c'est complètement absurde, mais voilà. Donc on l'a vu, c'est pas que le choix des aliments, c'est même tout notre rapport à la bouffe qui est différent selon notre genre. Et c'est vrai que voilà, les femmes elles vont manger peu dans les pubs, presque se cacher en fait parce que c'est un péché en mode Adam et Ève, manger un tout petit bout de chocolat ou une cuillère de yaourt, alors que voilà, le mec dans les pubs, il est avec ses potes, il a pas peur de prendre du poids et voilà, il va croquer à pleines dents dans son burger et oui, c'est le plaisir. Ouais, il prend pas des calories, il prend de l'énergie, c'est pas pareil. Voilà, quand on voit un homme croquer dans un burger ou un Snickers, on parle pas de l'apport calorique, on vous dit pas céder à la tentation, parce qu'en fait, pour un homme, en tout cas dans les croyances et dans les stéréotypes de genre, il y a même pas d'idée, ça ne devrait entre guillemets pas effleurer l'esprit d'un homme de se demander oh là là, il y a combien de calories dans ce burger ou dans cette barre chocolatée ou dans cette glace. Chez les femmes, il y a toujours dans les publicités cette idée que on se fait plaisir mais on culpabilise et il faut qu'on compense après en faisant du sport ou en arrêtant de manger pendant 2 jours, quoi. Donc chez les hommes, il y a une valorisation de l'excès, du plaisir et de l'autonomie, de l'individualité en fait, de la liberté. Ouais. Donc c'est je suis libre de manger, rien ne m'empêche et ne m'empêchera de manger ce que je veux manger. Aucune injonction possible ne le fera, et on le voit avec la résistance qu'il y a à travers les discours pour végétaliser l'alimentation. On se retrouve face à des hommes qui sont extrêmement virulents, voire violents, très agressifs, quand on leur dit que
peut-être qu'il faudrait manger moins de viande parce que la viande c'est pas bon pour d'une part la planète et que peut-être la souffrance animale c'est bof quoi. Et on voit des hommes qui répondent on peut plus comme on peut plus rien dire, on peut plus rien manger. Donc il y a une espèce de discours un peu très réactionnaire, pas un peu très réactionnaire par rapport à la bouffe parce qu'on a l'impression qu'on leur enlèverait une identité masculine en leur disant de manger moins de viande. Moi j'avais envie de faire cet épisode spécial mec aussi pour enfoncer le clou sur le fait que les hommes aussi ils subissent le patriarcat et alors différemment évidemment mais ouais tu l'as dit que par exemple il y a beaucoup plus de comportements à risque chez les mecs qui flinguent notre santé et d'un côté on fume plus et on boit plus 3 fois plus de décès liés à l'alcool chez les mecs parce qu'un mec qui boit c'est un bon vivant et une femme qui boit c'est une fille facile. Mais de l'autre, comme on surconsomme de la viande, notamment transformée, tu disais de la charcuterie, on a beaucoup plus de cancers colorectaux, de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Et donc, tu écris cette phrase qui je trouve hyper forte. La pression de correspondre à la norme dominante est si forte que les hommes préfèrent renoncer à la vie qu'à la viande, quoi. Bah oui, je cite une étude en Suède sur des hommes à qui on diagnostique un cancer. Ouais. Et ils préfèrent continuer à manger de la viande en sachant que ils mourront plus vite plutôt que de renoncer à la viande et gagner de l'espérance de vie. Donc genre littéralement ça illustre littéralement la phrase que tu viens de lire de mon livre. Ouais. On préfère renoncer à la vie plutôt qu'à la viande. Moi ça m'a scié quand j'ai lu ça quoi. Je me suis dit c'est pas possible. Mais aujourd'hui c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a plein quand on parle de végétaliser l'alimentation et qu'il y a plein de discours de résistance réactionnaire de la part de plein de mecs qui te disent vraiment, moi je m'en fous, je préfère, il y a le truc de je préfère crever heureux avec un gros steak et un verre de vin rouge plutôt que de manger des graines avec cette image que les gens qui sont végés ou qui végétalisent l'alimentation, ils mangent des graines et puis ils sont pas heureux et de toute façon la bouffe végé c'est dégueulasse, il y a pas de goût, etc. C'est des stéréotypes, mais c'est aussi une façon de résister à quelque chose. En fait, il y a les personnes qui sont végétariennes ou véganes représentent aux yeux de la société un danger parce que c'est subversif. Dans le vrai sens, on subvertit l'ordre établi qui est que, mais comme le mariage pour tous subvertit l'ordre établi de c'est une femme et un homme qui se marient. Bon, donc il y a une espèce de menace soi-disant civilisationnelle. Je sais pas, du coup, si tout le monde devient végé, la Terre explose. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas quelle est leur peur, en fait, au fond. Mais il y a vraiment une espèce de menace de l'ordre établi, et des gens aussi pensent que les gens qui sont végés s'imaginent plus vertueux. On parlait tout à l'heure, on parlait dans l'épisode précédent de ça, de moraliser la bouffe. Ouais. Donc il y a une résistance parce que même si tu leur dis, en fait, ce serait juste bien que tu manges un peu moins de viande, eux, ils entendent tu es une personne mauvaise, tu manges des animaux morts et tu es quelqu'un de mauvais fondamentalement et moi je suis quelqu'un de bien car je mange moins de viande que toi, voire pas du tout. Et sur les hommes, il y a effectivement cette pression à ce dont on parlait la semaine dernière, ce qui est la performance de genre. Et pour moi, il me semble que la masculinité est une identité plus précaire que la féminité, en cela qu'elle doit sans arrêt être validée par ses pairs. Donc, c'est pour ça que on sait qu'il y a donc des comportements à risque chez les hommes, notamment les jeunes hommes, qu'il y a une espèce d'effet de groupe où il faut prouver que tu fais partie du boys club, quoi. Ouais. En buvant, en prenant des risques en voiture, par exemple, en faisant n'importe quoi, en collectionnant des conquêtes. C'est comme ça que tu prouves au groupe homme que tu fais partie du groupe homme. Je suis d'accord, mais j'avais l'impression que c'était la même chose aussi pour les femmes, pour, je sais pas, comment tu t'habilles, c'est pas pour plaire aux autres mecs, en fait. Tu t'habilles chic et élégant parce que t'as envie d'avoir des compliments d'autres femmes, quoi. En tout cas, c'est pas des choses qui passent par l'alimentation ou les comportements à risque. Peut-être que c'est des choses qui passent par prouver sa loyauté d'une autre manière, quoi. Mais là, il y a vraiment un truc avec la consommation, qu'elle soit d'alcool ou de viande, qui est genre, je fais partie du club des hommes parce que j'aime le barbecue, tu vois, je suis allumé à un barbecue, quoi. Mais donc, partout dans le monde, les femmes vivent plus longtemps que les mecs. 7 ans de plus en Europe. Enfin, 7 ans, t'imagines, tu perds 7 ans de ta vie. À cause du patriarcat. C'est pas du tout la seule raison, la bouffe et le fait de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Non, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles les hommes ont plus, on le rappelait, des cancers colorectaux, du diabète, des maladies cardiovasculaires. La nourriture est un des premiers leviers, en fait, de santé, tout simplement. Il y a 1 décès sur 5 qui est lié à une mauvaise alimentation, du coup, qui favorise l'émergence de ces maladies.
Et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a des études qui montrent que les hommes mariés vivent plus longtemps. Pourquoi? Oui, alors ça c'est incroyable parce que non seulement les hommes mariés vivent plus longtemps, mais quand les hommes, donc mariés avec des femmes, mais quand les hommes mariés avec des femmes divorcent, leur espérance de vie chute et elle remonte quand ils se remettent en couple avec une femme. On se doute bien d'une des raisons, qui est l'alimentation, parce que il y a chez les couples hétérosexuels une charge nutritionnelle. Il y a la charge mentale et la charge domestique, qui est que donc, on le rappelle, dans les couples hétéros, c'est les femmes à plus de 80% qui s'occupent des repas. Mais c'est pas juste s'occuper des repas, c'est s'occuper des repas en termes de santé aussi. Donc c'est prendre soin de la santé de tous les membres de la famille, que la famille soit 2 personnes ou 5 personnes. Donc c'est grâce aux femmes que les hommes mangent bien, ou mieux en tout cas. Et ça a plein d'avantages connexes que les hommes mariés en couple hétéro voilà, vont faire plus de sport, vont moins fumer, moins boire de manière excessive et voilà, avoir moins de comportements à risque. Et en fait, ont des femmes qui prennent rendez-vous pour eux chez le médecin. Oui. Ça, on le sait, c'est les femmes qui prennent beaucoup plus rendez-vous. Genre la plateforme Doctolib, ils ont des chiffres. Enfin, les plateformes de prise de rendez-vous, il y a plusieurs plateformes en France. Et les chiffres montrent que c'est vraiment flagrant. C'est les femmes qui prennent les rendez-vous pour toute la famille, en fait. Elles sont garantes de la bonne santé de la famille, quoi, ou du ménage. Et moi, ça me rendrait fou d'être totalement déresponsabilisé de ma propre santé. Parce que du coup, il y a aussi... du coup, les femmes jouent aussi ce rôle-là. Enfin, voilà, on est tous empreints de ce patriarcat. Et voilà, et nous, on s'infantilise tout seul ou on est infantilisé par la société et on joue le jeu aussi. Mais voilà, de notre incompétence culinaire, effectivement, pas prendre les rendez-vous médicaux. Mais je sais pas, moi, en même temps, moi, c'est vraiment mon verbe et ma mission de être acteur de sa vie, quoi. Mais du coup, ça me rend dingue l'idée d'être encore un enfant Complètement. 20, 30, 40, 50 ans, quoi. C'est ça, c'est la prise en charge des hommes par les femmes, elle irait de soi. Comme je l'ai écrit dans le livre, il y a une présomption, déjà il y a une présomption d'incompétence chez les hommes en termes de tout ce qui est domestique, donc culinaire, ménage, etc. Ouais. On trouve ça rigolo. Dans les films, dans les pubs, on trouve ça marrant. Un mec qui sait pas faire à manger, c'est tourné en ridicule et puis c'est drôle. Oui, c'est acceptable. Ouais, c'est rigolo. Vraiment, on en rigole. On se dit, il sait pas se faire à manger. C'est normal, c'est un mec, c'est rigolo. Il fait des pâtes avec des M&M's, quoi. Haha. Ou alors il fait cramer un œuf, quoi. Chez une femme, c'est pas du tout acceptable. La preuve, il y a les expressions horribles comme t'es bonne à marier, qu'on trouve pas du tout chez les hommes. Bonne à marier, c'est que tu sais tenir ton foyer, tu sais faire à manger, le repassage et le ménage, quoi. Et je reviens un peu en arrière, mais on parlait de tous ces mecs qui ont des comportements à risque, qui expriment avec beaucoup d'agressivité face au végétarisme ou d'autres trucs. Je pense qu'il y a aussi énormément d'hommes qui se conforment à ça sans en avoir forcément envie, en fait. Mais comme tu connais pas autre chose, ou t'as pas envie de faire de vagues, ou tu sais pas que les choses pourraient être différentes, ou t'as pas envie de t'en prendre plein la gueule. J'avais fait un épisode, c'est un peu différent, mais pas tellement, avec je sais pas si tu connais le podcast Mansplaining, d'un mec qui était hyper sexiste et qui a complètement changé, mais qui était hyper sexiste quand il était avec ses potes pour s'intégrer avec ses potes, en fait, pour performer la masculinité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de masculinité hégémonique. Ouais. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tous les hommes sont comme ça ou tous les hommes trouvent ça super d'être comme ça. C'est que c'est comme ça qu'on est acceptable et accepté dans la catégorie homme, vrai homme, quoi que ça veut dire. Voilà, c'est hégémonique, c'est le standard masculin acceptable et accepté. Mais du coup, moi, j'arrive pas à comprendre. Du coup, je sais pas si j'étais formaté différemment ou quoi, mais comment est-ce que tu peux être persuadé que si on mange moins de viande, t'es plus vraiment un mec, quoi. Enfin, c'est quoi le lien? Enfin, genre, ton identité, c'est-à-dire que non seulement elle est absurde, mais en plus, elle est hyper fragile, quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, regarde, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais, c'est une identité très précaire, la masculinité. Ouais. C'est très précaire, il suffit de faire un pas en dehors pour faire sécession, d'un coup avec le groupe homme, donc il suffit de pas manger de viande pour tout à coup apparaître comme une espèce de sous-homme, de pas vraiment homme, de moitié femme, d'homme féminisé, d'homme pas viril, de traître au club homme. Et de se retrouver quand il y a un jardin avec un barbecue et des potes, de pas être avec les hommes autour du barbecue, mais d'être avec les femmes qui coupent les tomates, qui boivent des coups sur le mobilier de jardin,
Et donc, vraiment, d'avoir une espèce de marginalisation des hommes quand ils ne se conforment plus à ces injonctions viriles, alimentaires ou autres. C'est vrai que moi, je me fais régulièrement insulter de sous-homme ou d'homme soja sur YouTube. Et c'est marrant parce qu'il se trouve que je mange plus de viande, mais en fait, c'est rarement... Enfin, j'ai pas fait énormément d'épisodes en fait sur le végétarisme, mais c'est surtout parce que j'interviewe des féministes en vrai. Et du coup, il y a c'est tellement lié. de rapport avec... Non, mais en fait, il n'y a jamais eu de rapport au fond. C'est-à-dire que donc le terme que tu viens de citer, garçon soja, donc soy boy en anglais, quand on s'intéresse aux clichés qui entourent les hommes asiatiques, il y a un épisode de Kif Taras, le podcast de Rokhaya Diallo et Grace Lee qui en parle, où les hommes asiatiques justement sont considérés comme des sous-hommes pour plein de raisons, mais ça vient aussi du fait qu'ils mangent du soja et qu'ils mangent pas beaucoup de viande, notamment par exemple au Japon. On mange pas beaucoup de viande au Japon. Donc, il y a cette idée que c'est pour ça que c'était hyper important pour moi dans les 2 épisodes de reparler de comment la société est bicatégorisée d'un point de vue et qu'il y a une hiérarchie, puisque en fait, depuis tout à l'heure, on parle de sous-homme, on parle de pas vraiment être un homme, et on parle de féminisation. Donc, avec cette espèce de péril qui date du Moyen-Âge, qu'il y aurait un péril de... Les hommes seraient plus des vrais hommes, voilà, la masculinité serait en train de disparaître, et donc, il y a une présomption de féminisation des hommes qui ne mangent plus de viande. Donc, les hommes qui sont véganes ou végétariens seraient, comme je le disais tout à l'heure, des traîtres à la cause, comme les féministes, comme les hommes féministes. Il y a 2 expressions qui reviennent sur Reddit, sur ces forums-là ou dans les commentaires YouTube et tout. Donc, il y a soy boy et il y a cuck, qui veut dire cocu. C'est des expressions qui sont employées chez les masculinistes, qui en fait veulent dire que si t'es un homme féministe, c'est pas normal, t'es un traître, en gros. Donc, t'es un cuck, t'es un cocu, littéralement. Donc, en gros, t'es pas un vrai mec, parce qu'un vrai mec, il est pas cocu, il tient sa femme. Un vrai mec, sa femme, il ira pas voir ailleurs, c'est un vrai bonhomme, quoi. Donc, tout ça est dans une sphère réactionnaire masculiniste, souvent avec des liens avec l'extrême droite, évidemment. Et c'est lié, c'est vraiment une espèce de vision fantasmée de ce que devrait être la société, donc avec cette hiérarchie qui devrait perdurer, hein, où les hommes sont là et les femmes sont en dessous. Et les animaux, ils sont en dessous encore. Et donc oui, c'est pas étonnant qu'en fait, cette expression soy boy, elle est péjorative, c'est une insulte, alors que je mange du soja, et alors c'est quoi le problème? Donc c'est tout ce qui est symbolique derrière le soja. Tu peux avoir des mecs végés hyper musclés, on voit, il y a plein d'athlètes véganes, il y a des joueurs de foot américains qui sont véganes, il y a plein de sportifs et de sportifs véganes. Chez les hommes, ça ne change rien, c'est vraiment une espèce de croyance qui est réactivée sans arrêt par des franges les plus réactionnaires de la population, et notamment des jeunes sur Internet. En fait, ce que je dis dans le bouquin, c'est la dévirilisation qui serait liée à la végétalisation d'un régime alimentaire chez les hommes. Elle est liée à une présomption donc de féminisation et donc d'homosexualité. Parce qu'encore une fois, dans la hiérarchie, les vrais, entre guillemets, hommes sont hétérosexuels. Et un homme homosexuel, c'est pas un vrai mec dans cette hiérarchisation-là et ce patriarcat. Donc, on se rapprocherait plus des femmes. Donc, un homme végé serait une femme. Donc, on l'insulte. Ouais, je trouve ça fou. Ouais, je sais pas à quel point ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes, en fait, qu'ils sont vraiment des mecs. En fait, moi, je m'en bats les steaks de ce que tu penses. Je suis un homme, que ça te plaise ou non. Et voilà, je suis très bien dans ma peau. Et du coup... Mais tu vois, on en revient à ça. On en revient à la fragilité de l'identité masculine, à la précarité de cette identité masculine qui doit sans cesse être validée et qu'on doit être validé auprès de ses pairs, parce que sinon, ça veut dire qu'on fait sécession et qu'on est un peu de dissident du genre. Ouais. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure aussi, qui est que le végétarisme ou le véganisme, comme le féminisme, subvertissent un ordre établi. Et tu l'écrivais aussi, je trouvais ça intéressant, pas pour se jeter des fleurs, mais que voilà, on pourrait aussi se dire que quelqu'un qui décide de manger moins de viande, au contraire, c'est quelqu'un de libre, de précurseur et qui trace sa route malgré la pression sociale de... Et pour moi, c'est pas forcément un homme, mais en tout cas un adulte. Ouais, un adulte, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est acteur de sa vie et qui est fidèle à lui-même. Pas qui va tout faire pour rentrer dans une boîte, même si elle est absurde, quoi. Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est là où on voit de façon évidente le paradoxe de cette masculinité réactionnaire, viandarde à tout prix. Exactement ce que tu viens de dire. Chez les hommes, on valorise l'indépendance, l'autonomie, le fait justement, on a des pubs où on dit faut pas être comme un mouton, t'es un vrai mec à part, tu traces ta route, tu fais tes choix.
Et à la fois, il y a une volonté d'appartenance au groupe qui est tellement forte qu'on a des résistances réac en termes de « moi, vrai homme, mange viande comme les vrais hommes ». Ouais. Et t'es là genre, mais je croyais que chez vous, on valorisait l'indépendance, ouais. tu vois. C'est pour ça que c'est absurde, en fait, ça ne tient pas la route non plus. C'est ridicule. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je fais une parenthèse. Dites-nous un truc que vous retenez de cet épisode en commentaire ou sur Insta et taguez-nous, Nora et moi. Ça nous intéresse carrément. Je trouve qu'à la fin du livre, tu résumes tout en 2 phrases. Si les femmes s'affament, c'est parce qu'on les persuade que leur valeur est proportionnelle à leur minceur. Si les hommes résistent à manger sain ou écolo, c'est parce qu'ils veulent être validés par leur père. Alors du coup, quelle solution existe? Est-ce que il faut ouvrir des veggie burgers dans les stades de foot ou mettre en place l'alternative végétarienne, voilà, dont on parle dans l'épisode avec Fatima Wassak pour avoir des journées sans viande ni poisson dans les écoles? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, c'est la conclusion que j'écris dans le livre. En fait, je donne des pistes, des solutions un peu d'ouverture. Donc, comme on disait, voilà, proposer des alternatives végétariennes dans des endroits qu'on sait fréquentés principalement par des hommes. Ouais. Donc, par exemple, les stades de foot, les manifestations sportives, par exemple, ou de jeux vidéo, les coupes du monde de jeux vidéo, par exemple. Donc, il faudrait aussi avoir ça pour, en tout cas, que les hommes aient le choix. En fait, comme on le disait par rapport au Coca Zéro tout à l'heure, il y a un frein chez beaucoup d'hommes, chez les hommes en général, qui est le goût. L'industrie développe des alternatives et substituts à la viande qui se rapprocheraient d'un goût de viande. Quand on le goûte, c'est quand même assez bluffant, quoi. Quand on les voit et quand on goûte, c'est bluffant, c'est quand même fou, quoi. Le Beyond Meat, c'est dingue. Donc pour moi, il y a plein de pistes. Il y a déjà effectivement proposé les alternatives qui ont du goût. Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 15 ans, les steaks végé, c'était dégueulasse en supermarché. Ah bah oui, bah ça parfois. C'est des galettes de carton. Enfin, moi, j'avais demandé à ma mère d'en acheter. Elle m'avait dit, tu vas pas aimer ça, je t'assure, tu vas. Et j'étais là, si, on en achète, c'est bien pour la santé, le tofu et tout. Donc, il faut avoir une alternative qui donne envie, qui a bon goût et qui soit accessible financièrement. Parce qu'en fait, un frein principal, c'est ça aussi. J'avais fait un épisode de podcast Plan Culinaire sur est-ce que ça coûte vraiment cher de bien manger? Et la réponse est oui, bien sûr. Bah oui. Mais c'est pas qu'un coût en termes d'argent, c'est du temps, des compétences culinaires, pas avoir peur de cuisiner tel aliment, avoir de quoi se le procurer. Enfin bon, il y a plein de freins. Sensibilisation dès l'école. Apprentissage de la cuisine dès l'école. Il faut arrêter avec les pyramides alimentaires à la con de quand nous, on avait 8 ans, les lobbies Interbev et compagnie, là, les lobbies de la viande qui viennent avec des cours pédagogiques, les lobbies des produits laitiers aussi, quoi. Il faut arrêter le lobbying dans les écoles. En fait, on sait que chez les hommes, le blocage, il est sur les discours santé. Les femmes sont beaucoup plus sensibilisées et sensibles aux discours nutrition, santé, etc. depuis qu'elles sont petites, parce qu'on les lit dans les magazines féminins qui nous parlent de régime tout le temps, donc moi, par exemple, depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, je sais combien de calories il y a dans une pomme. C'est n'importe quoi. Ah ouais? Ah bah, bien sûr, non, mais je veux aucune dire, idée. il y en a 67, 70. C'est pour te dire que même à 32 ans, ça m'a jamais traversé l'esprit. Tu vois, je sais pas pourquoi je sais ça. En fait, je sais pourquoi je sais ça, parce que dans tous les magazines féminins depuis que je suis petite, il y avait écrit que quand on a un petit creux, on peut manger une pomme parce que c'est peu calorique et que dans la pomme, il y aurait un truc qui serait un brûle-graisse. Non, mais t'es là, genre, mais c'est vraiment pas possible. Et tu vois, c'est resté là, j'ai 36 ans, c'est n'importe quoi. Il y a aucun autre aliment dont je connais le nombre de calories, hein, tu vois. La pomme, non, mais tu vois. Donc, on sait que chez les femmes, il y a ça. Et chez les hommes, c'est pas du tout en jouant sur l'aspect santé qu'on va les faire manger moins de viande, par exemple, ou plus de légumineuses et tout. Ça marche pas, au contraire, il y a une résistance. Parce que ce discours-là est un discours plutôt féminin, entre guillemets. C'est plutôt sur le discours du goût qu'on va faire changer les hommes. Donc, il faut des alternatives qui sont goûteuses. Montrer plus de mecs qui font la cuisine, quoi. Montrer plus de mecs qui font la cuisine au quotidien, pas des grands chefs. Ça, oui, c'est bien en termes de représentation, c'est évident. Mais montrer un mec qui fait la cuisine, c'est bien. Montrer un mec qui fait à manger des trucs végétaux, c'est mieux, tu vois. Avec ses potes qui l'acceptent, qui rigolent en même temps, qui limite lui, qui les charrie eux. Bah ouais, en fait, montrer que c'est valorisant aussi. Voilà. Après, il y a une stratégie qui consiste, notamment aux États-Unis et en Angleterre, à viriliser le régime végé ou vegan. Donc en fait, on recolle des stéréotypes de genre, alors qu'en fait, on veut passer au-delà de ça. C'est les stéréotypes qui font du mal aux gens, parce que ça a des conséquences sur leur corps, leur vie, leur santé, etc. Mais tu parlais d'une pub, pardon,
d'un mec qui ose pas aller acheter un burger végé, je crois, et qui du coup achète un 4x4 pour commander son burger végé. Bah, en parce fait, que du coup, ça c'est devient sur, c'est une absurde. pub Hummer. Et c'est une pub où dans le supermarché, il y a deux mecs. Un qui est pas très grand, tout pâle, un peu très mince. Et derrière lui, il y a un mec plus grand, un peu plus baraque. Et le mec derrière lui, il a du charbon et des grosses ribs. Donc, il va faire un barbecue avec plein de viande. Ouais. Et le mec qu'on voit, il a un t-shirt vert déjà, je crois. Donc, genre, oh là là, un t-shirt vert écolo. Et il a plein de tofu. Et il y a écrit en énorme tofu. Comme si des gens achetaient 8 kilos de tofu nature au supermarché. Il y a que du tofu et des légumes verts. Et en fait, il voit une pub à côté pour un Hummer et en fait, il sort du supermarché, il met je sais même plus s'il met les courses je crois qu'il met les courses dans son coffre. Et en plus, il a une voiture qui est pas une voiture entre guillemets virile, qui est une espèce de voiture familiale, un break, un truc. Donc, oulala, c'est encore moins un vrai homme. Et il va s'acheter un gros Hummer. Et dans son Hummer, il croque une carotte à la fin. Et le slogan de la pub, c'est restaurer l'équilibre. Et en fait, le slogan original de la pub, quand elle a été montrée dans un public test, c'était restaurer votre masculinité. Donc, on voit bien qu'en fait, le message, il était flagrant dès le début. Ouais. Ils ont voulu mettre ça, la marque Hummer, qui sont une espèce d'énormes voitures qui sont inspirées des véhicules de l'armée. Non, plus ça, c'est plutôt des véhicules, c'est vraiment plutôt des grosses jeeps, quoi. Et en fait, c'est ça le but, c'est que, ok, tu manges du tofu, mais il faut que tu sois un vrai bonhomme par ailleurs, donc il faut que tu compenses, en fait. Du coup, tu pollues 10 fois plus, donc c'est pas vraiment une solution. Et puis, et pas que pollution, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui sont à cause de plus d'accidents, on le sait aujourd'hui, les SUV, les Jeeps, etc. Mais voilà, il y a l'idée que de compenser pour rester un vrai homme, donc encore une fois, de rééquilibrer une identité précaire et fragile. Donc voilà, on essaie de viriliser les pratiques végé ou véganes, ce qui pour moi est en fait une erreur, puisqu'on perpétue des stéréotypes de genre. Donc, c'est bien de montrer qu'il y a des athlètes, des sportifs de haut niveau qui ont des muscles et tout, qui sont véganes ou végés. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit, quoi? On est en train de valider encore une fois un stéréotype viril pour être un vrai homme, il faut avoir des muscles, être performant et tout. Donc pour moi, c'est pas une bonne stratégie. La stratégie, elle est la même pour tous et toutes, c'est le goût déjà, quoi. Et c'est marrant. Moi, j'aurais plus dit l'acceptation sociale et... on va l'accepter parce que les gens vont essayer. Et ils vont essayer parce que ça donne envie. Et ça donne envie parce que ça a l'air appétissant et que ça a du goût, quoi. Il faut montrer aux gens que c'est pas parce qu'on mange pas d'animaux morts qu'on prend pas du plaisir à manger et que un bon curry, c'est délicieux et génial et il y a pas besoin de mettre de la viande dedans, quoi. Ah bah, tous les gens qui ont déjà bouffé de la bonne bouffe végé, à chaque fois, ils sont là. Mais c'est trop bon, en fait. Exactement. Puis on adore manger, je sais pas, indien ou d'autres cultures où il n'y a pas énormément ou de la bouffe libanaise. Enfin, je veux dire, tout le monde aime le houmous, je crois, en fait. Voilà, il n'y a pas de viande. Mais en tout cas, non, voilà, il faut jouer sur le goût, faut donner envie. Et on fait ça aussi en éduquant les enfants. Donc, c'est très important à l'école d'avoir des cours d'éducation culinaire. C'est très, très important. Il y a une association dont je fais partie qui s'appelle l'École Comestible. Qui fait ça dans pas mal d'écoles en France parce que c'est vraiment nécessaire. Et puis aussi éduquer, par exemple, t'écris que dans 100 grammes d'amandes, il y a 25 grammes de protéines. C'est plus que dans le jambon et autant que dans le magret de canard, quoi. Et oui, c'est pas les mêmes protéines, parce que je sais très bien, il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est pas les mêmes protéines. Donc je le dis avant, parce que je suis habituée maintenant. Non, c'est pas les mêmes protéines. C'est pas des protéines qui sont assimilables de la même manière par le corps, mais c'est des protéines quand même. Et c'est quand même intéressant de le savoir, d'arrêter avec ce mythe de les seules protéines valables sont les protéines animales, quoi. Et hier, je pensais à un avantage indirect de la crise de l'eau. Je déjeunais avec Victoria, une amie du podcast Nouvel Oeil, et son père est agriculteur. Donc elle est végétarienne et lui, c'est un viandard. Et comme là, on manque d'eau, il a décidé de végétaliser plus ses cultures parce que arroser des champs de maïs et de soja pour nourrir du bétail qui boit en plus forcément pour survivre jusqu'à ce qu'on les tue, ça consomme énormément d'eau. Et oui, en fait, non seulement au niveau agricole, mais aussi au niveau individuel, le premier moyen de faire des économies d'eau, c'est de réduire sa consommation de viande, en fait. La consommation de viande, réduire la consommation de viande, ça n'a que des avantages, en fait. C'est-à-dire que là, on parle de réduction de consommation de viande. On n'est pas en train de dire aux gens arrêtez de manger de la viande. Là, on n'est pas sur un prosélytisme végé ou vegan. On demande juste aux gens d'en manger moins parce que c'est à la fois meilleur pour leur santé, meilleur pour la santé des autres êtres humains, parce que meilleur pour la planète et les écosystèmes. Donc là, on n'est même pas dans un paradigme végé ou vegan. On est vraiment en train de dire aux gens, peut-être, ce serait bien de manger un peu moins de viande. Mais du coup, paradoxalement, un truc horrible comme le fait que on n'ait plus d'eau potable,
bah, ça peut devenir un allié indirect, comme lui, ouais, son père qui est hyper viandard, qui se dit, «Ah ouais, je comprends mieux en fait, pourquoi tu as arrêté la viande» et parce que, bah, oui, boire de l'eau, c'est plus important que manger de la viande, pour lui, quoi. Bah, disons que oui, de toute façon, c'est simple, il y a un moment, on n'aura pas le choix. Bah, oui. Et c'est quand même malheureux de se dire que l'humanité change ses habitudes quand elle est acculée complètement, quoi. Oui. Et de se Voilà, on dire finit sur une note positive, OK, Nora? ouais, voilà, c'est pour ça que je suis en train de me dire: «Putain», je me dis: «Oh là là, on est sur un truc positif, mais là, c'est pas très positif». Oui, mais bon, à la fois, c'est un constat, on le voit bien, Bah, oui. il y a un moment où, de toute façon, la viande sera tellement chère, certaines viandes seront tellement chères, que plein de gens pourront plus se les payer. C'est pour ça qu'il faut, avant ça, montrer aux gens qu'on peut manger autrement, quoi. Mmh. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir la viande à tous les repas, du tout, et une fois par semaine, c'est bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des témoignages ou des anecdotes que ton travail a pu avoir, mais chez des mecs, cette fois? Ah bah, sur les hommes végétariens ou véganes, à fond. À fond, quand, je rencontre des hommes végés ou véganes et qu'on parle de ça, ou bien qu'ils ont lu mes livres, systématiquement, ils me disent à quel point ça leur a valu des moqueries, on les titille dans leur groupe d'amis hommes, et que jamais des femmes leur ont dit quoi que ce soit, ou alors c'est extrêmement rare. Ouais. Mais que c'est surtout des hommes qui se foutent de leur gueule, qui les insultent, qui leur demandent, qui les somment de se justifier sur leur végétarisme ou leur véganisme, qui leur demandent tout de suite s'ils sont pas homos, qui leur demandent tout de suite si c'est pas leur meuf qui les a forcés. Ah ouais? Donc encore une fois, hein, comme si les mecs végés étaient Ah, moi, plus c'est moi qui faibles l'ai et tout. converti, mais Ah non, mais tu vois, mais c'est fou. En fait, c'est ouais. vraiment des présomptions de faiblesse, Mmh. que du coup, t'es un homme végé parce que t'es pas assez fort pour résister à ta meuf qui t'a forcé, enfin n'importe Ouais. quoi, voilà. Et il y a pas des mecs qui ont mangé de la viande qui t'ont fait des retours? Si, Qui ont bah, si, si. changé de Pas forcément qu'on changeait, mais qui disaient: «Ah, je m'étais pas rendu compte vraiment de toutes ces implications-là, oui, je sais que la viande, c'est un symbole, viriliste et tout, mais qui, n'avaient pas conscience, que, les hommes végétariens ou véganes, se prenaient vraiment des insultes plein la tronche, étaient moqués, raillés et tout». Ou même se rendaient pas compte à quel point, leur consommation de viande, dénotait d'une volonté de performer le genre, de ouais. cette manière-là, quoi. Voilà, il y a 30 de mecs qui t'écoutent et je crois pas qu'ils soient tous, végés ou quoi, donc Et c'est très bien. Moi, encore une fois, je suis pas enfin, mes bouquins, sont pas des tracts, prosélytes, même si, je suis militante, donc il y a de la militance dedans puisque je suis féministe, donc forcément. mmh. Mais c'est des ouvrages qui sont basés sur, et je précise parce que pour mon premier livre, j'ai eu une interview sur une radio et l'animateur me dit, «Mais votre livre, c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de sources et de chiffres». J'étais là: oui, c'est un Je suis essai, journaliste, en fait. c'est pas juré, c'est un essai, je comprends pas le mais voilà, il y avait une espèce de présomption de parce que je suis féministe, Oui, forcément ça devait être un pamphlet, un essai personnel, militant, oui, prosélyte et tout. sans Non, argument, c'est voilà, moi je voulais que tout le monde puisse lire le livre, et même mes parents qui ont arrêté les études à 14 ans, je voulais qu'ils puissent comprendre ce que je disais sans se penser trop bête pour comprendre. Et donc voilà, donc ça s'adresse à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux vieux, aux vieilles, aux jeunes, aux personnes végées, aux personnes pas végées, aux féministes et aux personnes qui se posent la question. Merci Nora d'être venue nous parler de ton livre Stexisme qui est partout en librairie. Et toi qui nous écoutes, si l'émission te plaît, partage cet épisode maintenant à un mec qui aime la viande. Merci Nora, ciao tout le monde. Merci, salut.